Le crépuscule maritime de San Diego n'arriva pas avec un coucher de soleil, mais avec un brouillard rampant, lourd de sel, qui engloutit le port sous un linceul gris et étouffé. C'était un monde froid et rythmé, où les seuls sons étaient les cris lointains et plaintifs des mouettes et le claquement patient de la marée contre les anciens pilotis du quai, incrustés de bernacles. Se déplaçant dans cette brume avançait Jacques Miller. À 38 ans, Jacques était un homme fait d'angles durs et de silence pesant. Sa présence ne demandait pas la permission. Elle occupait simplement l'espace avec le poids d'un vétéran aguerri. Il portait une veste de la Navy délavée qui avait survécu à presque autant d'hivers que lui, et son visage portait les marques d'une vie vécue au bord du monde. Une mâchoire ombrée par une barbe rêche et un nez cassé depuis longtemps, qui n'avait jamais vraiment pardonné le traumatisme. Ses yeux, d'un bleu acier perçant, scrutaient sans cesse, toujours en alerte, mais il portait aussi une fatigue qui laissait deviner qu'ils avaient vu plus que ce qu'un homme devrait jamais avoir apporté. Autrefois membre des forces d'élite des Navy SEALS, Jacques s'était retiré dans une vie de solitude après une mission désastreuse sur le pourtour du Pacifique qui lui avait coûté toute son équipe. Il parlait peu désormais. Il avait appris que le silence était la seule manière d'empêcher les fantômes de son passé de se réveiller. Marchant à ses côtés d'un pas discipliné se trouvait Rex, un berger allemand de 5 ans. Rex était un animal massif, même pour sa race, avec un épais pelage sable marqué d'une bande sombre le long de l'échine. Il n'était pas seulement un animal de compagnie, il était l'ancien partenaire K9 de Jacques, un compagnon de combat portant ses propres cicatrices. Une petite entaille à une oreille causée par des éclats d'obus et des zones de peau épaissie dissimulées sous son poil. Rex reflétait le tempérament de Jacques. Il était économe dans ses mouvements et d'une intelligence troublante. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité lointaine et désolée du quai de bois, là où les lumières du port devenaient plus faibles, Rex fit quelque chose d'inattendu. Il ne se contenta pas de s'arrêter, il se figea avec une intention soudaine et profonde. Ses oreilles se dressèrent, et son museau fouilla l'air humide, captant une odeur que les sens humains de Jacques ne pouvaient percevoir. Ce n'était pas l'odeur d'une menace, mais quelque chose de bien plus fragile, un mélange de profonde solitude et de peur silencieuse. Jacques suivit le regard du chien. Là, assise dangereusement près du bord, se trouvait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. C'était Lily Carter, bien que Jacques ne connaisse pas encore son nom. Elle était assise, les genoux ramenés contre la poitrine, sa silhouette frêle engloutie par un sweat à capuche gris trop grand pour elle. Ses cheveux châtains étaient en bataille, s'échappant d'une queue de cheval de travers, et son visage était une carte de taches de rousseur hâlée sur une peau pâle et fatiguée. Elle ne pleurait pas. Elle regardait simplement l'eau sombre avec une expression d'attente bien trop lourde pour une enfant. Rex bougea le premier. Il ne bondit pas et n'aboya pas. Il s'approcha au contraire d'un pas lent, la queue basse, signalant la paix. Il s'assit à quelques mètres, puis se coucha progressivement jusqu'à ce que son menton repose sur les planches de bois entre eux. Lily ne broncha pas lentement, comme pour éprouver l'air, elle tendit ses petits doigts tremblants et effleura l'épais pelage du chien. À cet instant, la muraille de glace que Jacques avait érigée autour de son cœur depuis des années subit sa première fissure. Le silence fut brisé par le bruit sec et résonnant de bottes sur le bois. À travers le brouillard apparut une femme, le visage tendu d'un mélange de terreur et de froideur professionnelle. Sarah Whitman était travailleuse sociale à la protection de l'enfance et avait passé trop d'années dans le système pour s'attendre à des fins heureuses. Elle cherchait Lily depuis 2 heures, depuis que la fillette avait disparu d'un foyer local. « Éloignez-vous de l'enfant !» La voix de Sarah fusa à travers la brume, aiguë de cet instinct de protection. Elle vit la carrure de Jacques, ses cicatrices et le chien puissant, et se prépara immédiatement au pire. L'air s'épaissit de tension. Les autorités commencèrent à encercler la zone, leurs radios grésillant et leurs lampes torchées fendant le brouillard. Un ordre fut donné au chien. Le genre d'ordre bref qu'un animal militaire entraîné est censé exécuter instantanément. Mais Rex fit quelque chose qui choqua tous les présents. Il ne bougea pas. Il ne grogna pas. Il resta simplement là où il était, appuyant son poids contre la petite fille, refusant d'abandonner l'âme qu'il avait décidé de protéger. En ce moment lourd et silencieux sur le quai, les vies d'un soldat brisé,
d'une enfant perdue et d'un chien loyal devinrent inextricablement liés. Les lumières du port s'animèrent en vacillant, projetant de longues traînées ondoyantes qui dansaient comme des fantômes dorés à la surface de l'eau agitée. L'atmosphère sur le quai demeurait tendue, fragile, une sorte de face-à-face délicat entre les autorités et l'homme balafré accompagné de son chien immobile. Sarah Whitman tint bon, le corps raide dans une posture de défense professionnelle, mais elle ne pouvait ignorer l'étrange sérénité qui émanait de Rex. L'animal n'agissait pas comme une arme, il agissait comme un bouclier. « Il n'est pas une menace », dit Jacques d'une voix grave qui semblait vibrer dans les planches de bois. Il gardait les mains bien visibles, paumes ouvertes, dans un geste universel d'apaisement. C'est un vétéran. Il sait reconnaître quand quelqu'un souffre. Le regard de Sarah allait du berger massif à la petite fille. Elle remarqua les doigts de Lily enfouis profondément dans le pelage du chien, et la façon dont la respiration de l'enfant s'était enfin ralentie pour s'accorder au rythme régulier de l'animal. La dureté défensive de l'assistante sociale s'adoucit, remplacée par une curiosité lasse. « Elle est portée disparue depuis des heures », expliqua Sarah en baissant la voix. « Elle s'est échappée du centre de transition. D'ordinaire, elle ne laisse personne s'approcher aussi près. » Avant que la conversation n'aille plus loin, une nouvelle silhouette sortit de l'ombre du bureau du port. Thomas Reed, le maître de port vétéran, s'avança d'une démarche lente et rythmée, celle d'un homme qui avait passé 40 ans en mer. Ses cheveux avaient la couleur d'une tempête d'hiver, et sa peau était sillonnée des profondes rides d'une vie vécue dans le sel et le vent. Il s'arrêta à quelques pas, son regard s'attardant sur Rex. « C'est un chien de la Navy », remarqua Thomas d'une voix grave et rocailleuse. Ce n'était pas une question. Il adressa à Jacques un signe de tête empreint de compréhension silencieuse. « Le port a une longue mémoire, fiston. Il sait faire la différence entre un étranger et un frère. » Lily leva alors les yeux, ses grands yeux cherchant le visage buriné de Thomas. « Est-ce que le port sait où est mon papa ?» demanda-t-elle. La question était si fragile qu'on aurait dit que le vent pouvait l'emporter. Sarah soupira, un soupir chargé d'une profonde tristesse. « Lily, nous en avons déjà parlé. »« Michael Carter » murmura Lily en ignorant l'assistante sociale. « Mon papa, c'est Michael Carter. » Le nom frappa Jacques comme un coup physique. Le monde sembla basculer sur son axe. Il se souvenait de ce nom, entendu lors d'une dizaine de briefings. Un nageur sauveteur de la Navy, un homme légendaire pour plonger dans des tempêtes qui réduisaient les navires en cure-dents. Il n'avait jamais servi dans la même unité, mais dans le monde soudé des opérations spéciales, Carter était un homme à qui l'on confiait sa vie avant même de l'avoir rencontré. Le lourd silence fut rompu par Daniel Price, un agent de liaison des gardes-côtes, qui se déplaçait avec une précision grave. Il n'avait pas l'air d'un homme porteur de bonnes nouvelles. Il adressa à Jacques un bref signe de reconnaissance, puis se tourna vers Sarah. « Il y a eu une mise à jour du dossier Carter », dit Daniel, son expression soigneusement neutre pour masquer le poids de ses paroles. « Un navire civil a trouvé des débris ce matin, à 70 milles au sud. Ils ont récupéré des effets personnels. Une plaque d'identification. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits profond. Le visage de Lily devint d'une pâleur fantomatique et elle se serra davantage contre le flanc de Rex. Le chien émit un grondement sourd et plaintif, non pas un grognement, mais la reconnaissance d'un chagrin qui vibrait dans l'air. « Cela ne veut pas dire que tout est fini », ajouta rapidement Daniel, même si le manque de conviction dans sa voix était révélateur. « Mais cela modifie les paramètres de la recherche. » Sarah regarda la fillette, puis la réalité froide et clinique du système d'accueil qui l'attendait. Elle vit Jacques, cet homme qui connaissait les arêtes vives et déchirantes de la perte militaire, et elle prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les règles de son manuel. « Elle ne peut pas retourner au centre ce soir », déclara Sarah en regardant Jacques droit dans les yeux. « C'est trop bruyant, trop impersonnel. Elle a besoin de quelqu'un qui parle la même langue que son père. » Jacques baissa les yeux vers Lily. Il avait passé des années à essayer de rester sans attache, persuadé que s'il ne tenait à personne, il ne pourrait plus perdre personne. Mais lorsque Rex leva vers lui ses profonds yeux ambrés, Jacques comprit que certaines missions ne sont pas assignées par le commandement.
Elle se trouve dans la brume. Elle reste avec nous, dit Jacques fermement. Le choix était fait. Alors qu'il quittait le quai, les échos du passé semblaient les suivre, non plus comme des fantômes hantant les lieux, mais comme les premiers murmures d'un nouveau but, incertain, mais réel. La lumière du matin n'arriva pas avec l'incertitude glacée du brouillard. Au contraire, elle filtrait doucement à travers les rideaux fins du cottage côtier de Jacques, peignant les murs de teinte d'or pâle. La maison, une modeste construction de bois bleu patiné, avait passé des années comme un sanctuaire silencieux pour un homme qui voulait être oublié. Mais aujourd'hui, l'air semblait différent. Il sentait le café et la fumée de bois, et pour la première fois depuis une décennie, le silence n'était pas pesant, il était paisible. Lily était assise à la petite table de la cuisine, sa frêle silhouette presque perdue dans l'un des vieux suites à capuche de la Navy de Jacques. Ses taches de rousseur, autrefois dissimulées par les ombres de la jetée, brillaient à la lumière du jour. À ses pieds, Rex était étendu de tout son long sur le linoléum, sa queue épaisse battant un salut rythmé chaque fois qu'elle bougeait. Le chien, d'ordinaire tendu comme un ressort par sa discipline militaire, avait enfin l'air d'une créature au repos. Il n'était plus un soldat en faction, il était un compagnon chez lui. Le calme fut rompu par un léger coup à la porte. Sarah Whitman et Daniel Price arrivèrent ensemble, leur armure professionnelle remplacée par un respect grave et silencieux. Daniel portait un dossier cartonné, le poids d'une vie d'homme réduit au papier et à l'encre. Lorsqu'ils s'assirent autour de la petite table, la finalité de la situation retomba sur eux comme une marée descendante. « Nous avons la confirmation, » dit Daniel, la voix douce mais assurée. Il expliqua que les derniers actes de Michael Carter n'étaient pas ceux d'un homme perdu, mais d'un homme qui avait tout donné. Il était resté en arrière pour s'assurer que d'autres atteignaient la sécurité pendant la tempête. Il avait été un héros jusqu'à son dernier souffle. Lily ne cria pas. Elle se contenta de se pencher et d'enfouir son visage dans le cou de Rex. Le chien se cala contre elle, encre vivante face à la tempête de son chagrin. Jacques s'agenouilla à ses côtés, sa grande main marquée de cicatrices se posant doucement sur son épaule. « Ton père a vécu une vie qui comptait, » murmura-t-il. « Et il t'aimait plus que la mère. » Quand Sarah parla de l'avenir, des démarches légales et des placements à long terme, la réponse était déjà écrite dans la façon dont Rex refusait de quitter Lily et dans la manière dont Jacques se tenait au-dessus d'eux deux. « Je ne la laisserai pas retourner dans le système, » déclara Jacques, les mots solides et inflexibles. Les papiers prendraient du temps, mais la décision était gravée dans la pierre. Il avait passé des années à fuir la responsabilité de vivre, mais dans cet enfant brisé, il avait trouvé sa mission finale et la plus importante. Les mois passèrent, et la maison au bord de la mer se transforma. Les ombres du passé furent remplacées par le désordre d'une vie en reconstruction. Des dessins sur le réfrigérateur, une seconde brosse à dents dans la salle de bain, et un panier pour chien déplacé au pied du lit d'une jeune fille. Jacques, l'homme façonné par la guerre, était remodelé par l'acte simple et profond de prendre soin d'un autre être. Un soir clair, alors que le ciel était d'un violet et d'un or meurtri, tous trois retournèrent sur la jetée. Le brouillard avait disparu, l'horizon était net et infini. Lily se tint au bord, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. Après une profonde inspiration, elle les laissa tomber dans l'eau sombre, un « au revoir » silencieux au père que l'océan avait repris. Jacques se tenait derrière elle, silhouette stable contre la lumière déclinante, tandis que Rex, alerte et fier, était assis à leurs pieds. Lorsque les étoiles commencèrent à percer le ciel de velours, Jacques comprit que le foyer n'est pas toujours un lieu dans lequel on est. Parfois, c'est un lieu que l'on bâtit à partir des débris d'une tempête. Les miracles, le savait-il désormais, arrivent rarement au son des trompettes ou dans un éclat de lumière. Le plus souvent, ils viennent dans le calme d'un port, par une rencontre fortuite dans la brume, ou par la loyauté inébranlable d'un cœur qui refuse de s'éloigner. Nous nous sentons souvent à la dérive, convaincus que nos histoires ont atteint une fin que nous n'avons pas choisie. Mais comme Jacques et Lily, nous nous tenons fréquemment sur le seuil d'un nouveau chapitre sans même le savoir. La foi, la bonté et le courage sont les fils invisibles qui nous ramènent vers un but. Même dans nos heures les plus sombres, nous ne marchons jamais vraiment seuls. Il y a toujours une main à saisir, un chemin à trouver et un port prêt à nous accueillir chez nous.